Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va aborder un sujet vraiment crucial. Une crise médicale qui est souvent invisible, mais dramatique. L'infarctus aigu du myocarde pendant la grossesse. C'est littéralement une urgence absolue, une course contre la montre, où deux vies fragiles sont en jeu en même temps. Alors, décortiquons un peu tout ça ensemble. 3 à 4 fois, c'est vraiment le chiffre à retenir. Le risque de faire une crise cardiaque est multiplié par 3 ou 4 pendant la grossesse par rapport à une personne qui n'est pas enceinte. En fait, l'état de grossesse lui-même est un facteur de risque à part entière. L'enjeu est tout simplement colossal, dès les premières semaines de gestation, et c'est absolument essentiel de comprendre pourquoi le système cardiovasculaire devient soudainement si vulnérable. Pour bien comprendre ce phénomène, on va suivre un parcours très clair. On parlera de la crise cardiaque cachée, de l'orage physiologique unique de la grossesse, du facteur SCAD, de la façon de diagnostiquer cette menace, des interventions vitales et enfin, on terminera sur le plan d'accouchement. Commençons tout de suite par notre première partie, cette crise cardiaque cachée, son incidence croissante et ses enjeux mortels. Il faut savoir qu'au cours des 20 dernières années, la fréquence des infarctus pendant la grossesse n'a pas arrêté de grimper. Et on parle d'un taux de mortalité maternelle qui frôle les 5%. C'est énorme. Mais qu'est-ce qui nourrit cette crise ? Eh bien, c'est un vrai cocktail de facteurs. On a bien sûr l'âge maternel qui avance, mais aussi des problèmes très classiques comme l'hypertension chronique, le diabète, l'obésité et le tabagisme. Tout ce paysage complexe explique cette hausse vraiment alarmante, à tel point que les maladies cardiovasculaires sont devenues la première cause de mortalité maternelle. Ce qui nous amène naturellement à notre deuxième point, l'orage physiologique unique et le fardeau hémodynamique incroyable de la grossesse. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi la grossesse met-elle le cœur tellement en danger ? C'est simple, une grossesse normale exige que plein de systèmes différents travaillent en parfaite synergie. De la thyroïde qui augmente de volume, à l'apparition d'une résistance à l'insuline, en passant par de profonds changements respiratoires. Toutes ces adaptations, qui sont pourtant normales et nécessaires, peuvent littéralement pousser un cœur déjà vulnérable au bout de ses limites. Le corps entier subit une transformation métabolique totale. Pour avoir une idée précise de ce fardeau, il suffit d'observer les chiffres. Le débit cardiaque, il augmente de 30 à 50%. Le volume de plasma dans le sang fait un bond colossal de 40 à 50%. La fréquence cardiaque atteint des sommets à la fin de la grossesse et la consommation globale d'oxygène augmente d'un bon 20%. Et n'oublions pas l'état d'hypercoagulabilité. La nature a brillamment conçu ça pour éviter les hémorragies lors de l'accouchement. Mais le revers de la médaille, c'est que ça favorise la formation de caillots. Bref, le cœur fait des heures supplémentaires massives, particulièrement lors du 3e trimestre et juste après la naissance. C'est ce qui nous pousse vers le 3e chapitre, le facteur SCAD. C'est ici qu'on va oublier un instant l'athérosclérose. Parce que oui, en temps normal, quand on entend crise cardiaque, on pense tout de suite à l'athérosclérose, cette fameuse accumulation de plaques de cholestérol. Mais pendant la grossesse, les règles du jeu changent complètement. L'athérosclérose ne représente que 27% des cas. Le grand responsable ici, avec une part massive de 43%, c'est le SCAD. Il dépasse de très loin toutes les autres causes réunies, y compris les simples caillots sanguins, qui eux sont à 17%. Mais alors, c'est quoi exactement le SCAD ? Ça signifie dissection coronarienne spontanée. Pour faire simple, c'est une déchirure complètement soudaine dans les couches de la paroi de l'artère coronaire. Et c'est un phénomène intimement lié au stress hormonal et hémodynamique extrême dont on parlait juste avant. Le plus dramatique là-dedans, ça frappe le plus souvent des personnes jeunes et en parfaite santé, particulièrement pendant le 3e trimestre ou dans les tout premiers jours du postpartum. Passons à notre 4e point. Comment diagnostiquer cette menace invisible et naviguer dans ce véritable labyrinthe clinique ? C'est vraiment ici que commence le cauchemar pour poser un diagnostic. Le gros piège, c'est que les symptômes d'une grossesse tout à fait normale, comme la fatigue intense ou l'essoufflement, ressemblent comme 2 gouttes d'eau à ceux d'une détresse cardiaque mortelle. D'autant plus que la grossesse multiplie par 4 le risque de conditions qui prêtent à confusion, comme l'embolie pulmonaire ou la prééclampsie. Démêler de simples symptômes de grossesse d'un événement fatal, ça demande une précision d'orfèvre. Et pour ça, il faut s'équiper de la bonne boussole. Beaucoup de marqueurs classiques sont trompeurs. Par exemple, l'axe de l'électrocardiogramme peut se décaler naturellement à cause de la position du fœtus. L'enzyme CPKMB, elle, est libérée en masse par l'utérus en activité. Non, ce qu'il faut absolument chercher, ce sont les troponines cardiaques I et T à haute sensibilité. Elles ne sont pas faussées par la grossesse et elles indiquent clairement s'il y a des dommages directs au niveau du muscle cardiaque. Ce qui nous amène à une règle clinique absolue. Toute nouvelle élévation du segment ST ou tout nouveau bloc de branche gauche doit être traité comme une ischémie jusqu'à preuve du contraire.
C'est vraiment la pierre angulaire de la prise en charge. On ne peut absolument pas se permettre d'écarter un événement mortel en le mettant sur le compte des désagréments de la grossesse. L'investigation doit être rapide et très agressive. Nous voilà au 5e chapitre, les interventions vitales, et les mythes à oublier pour traiter la mère et le fœtus en toute sécurité. Quand un infarctus est confirmé, le temps presse, chaque minute compte. Et pourtant, on voit souvent l'action freinée par des mythes qui ont la vie dure, surtout en ce qui concerne la radiographie. Il suffit d'observer ce chiffre, 3 milligray. C'est la quantité incroyablement faible de rayonnement générée par une angioplastie, qui est l'intervention standard pour aller ouvrir une artère bloquée. Alors, est-ce que ce niveau de radiation est sans danger pour le fœtus ? La science est catégorique, oui. Pour donner un ordre d'idée, le seuil de danger, là où l'on commence à observer des retards de croissance, se situe entre 50 et 100 milligray. Avec nos petits 3 milligray, on est massivement en dessous de la zone de risque. Il ne faut donc jamais laisser la peur irrationnelle des rayons retarder une intervention qui sauve des vies. Et puis, il y a le grand dilemme de la pharmacie. Il faut vraiment voir ça comme un feu tricolore. Feu vert pour des médicaments essentiels comme l'aspirine, l'héparine ou certains bêta-bloquants. Feu jaune, ce qui signifie une grande prudence pour des molécules comme le clopidogrel. Mais attention au feu rouge écarlate, les inhibiteurs de l'ECA et les statines sont strictement interdits parce qu'ils sont extrêmement toxiques pour le fœtus. La pharmacologie demande vraiment une minutie extrême. Et enfin, notre dernière partie, le plan d'accouchement multidisciplinaire pour bien coordonner la naissance après une crise cardiaque. Une fois que la mère est stabilisée, comment est-ce qu'on gère l'accouchement ? Ça demande une chorégraphie parfaite entre la cardiologie, l'obstétrique et l'anesthésie. Étape 1, on essaye de retarder la naissance d'au moins 2 semaines, si possible, pour laisser au tissu cardiaque le temps de cicatriser. Étape 2, et ça surprend souvent, mais la voie vaginale est très largement privilégiée pour éviter le stress chirurgical énorme d'une césarienne. Et étape 3, on pose une péridurale très tôt pour empêcher les pics de stress cardiaque que provoque inévitablement la douleur. Ah, et il y a un geste physique super simple, mais vital qui s'ajoute à ça, le décubitus latéral gauche. En gros, on incline la patiente sur son côté gauche. Pourquoi ? Ça empêche tout simplement l'utérus de venir écraser la veine cave. C'est une technique toute bête, mais incontournable, qui booste le débit cardiaque maternel et garantit que l'oxygène circule bien pour les 2 vies. Alors que l'âge maternel et les facteurs de risque cardiovasculaire continuent d'augmenter inéluctablement, on est en droit de se poser une vraie question. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire évoluer nos protocoles pour mieux prévenir ce fameux SCKD à l'avenir ? Comment la médecine va-t-elle réussir à perfectionner la protection de cet équilibre aussi fragile entre 2 vies en plein cœur d'une tempête cardiaque ? C'est assurément le grand défi de la cardiologie maternelle de demain.